Jetez un œil au ciel nocturne. Parmi des myriades de planètes, une seule a attiré notre regard depuis des siècles. Rougeâtre, mystérieuse, froide. Mars. Nous l'appelons la planète rouge, y envoyons des rovers, rêvons de colonies. Pour nous, c'est le symbole de l'avenir, une nouvelle frontière. Mais et si je vous disais que Mars n'est pas notre avenir, mais notre passé lointain, oublié? Et si ce désert sans vie était notre véritable patrie, et que nous tous, du plus petit microbe à l'être humain, étions les descendants de Martiens? Cela ressemble au scénario d'un blockbuster hollywoodien. Mais derrière cette idée incroyable se cache une sérieuse hypothèse scientifique, étayée par des faits qui vous feront porter un nouveau regard et sur la Terre et sur sa voisine rouge. Remontons le temps, bien loin dans le passé, il y a environ 4,5 milliards d'années jusqu'à la naissance même du système solaire. En ces temps tumultueux, la Terre et Mars étaient des boules incandescentes, continuellement bombardées par des astéroïdes. Il n'y avait pas de vie et il ne pouvait y en avoir. Mais les planètes se refroidissaient, et c'est là que commence le plus intéressant. Mars, étant environ 2 fois plus petite que la Terre, s'est refroidie bien plus rapidement. Cela signifie que les conditions propices à l'apparition de l'eau liquide, et donc à l'émergence de la vie, y sont apparues des centaines de millions d'années plus tôt que sur notre planète. Imaginez un jeune Mars. Ce n'est pas le monde rouille et poussiéreux que nous connaissons. C'est une planète couverte d'océans, avec une atmosphère dense, des nuages et peut-être même un ciel bleu. Il possédait un champ magnétique puissant qui, tel un bouclier invisible, protégeait sa surface des radiations solaires dévastatrices. Tous les ingrédients nécessaires à la vie étaient réunis. L'eau, des molécules organiques apportées par les comètes, ainsi que des sources d'énergie telles que les volcans et les évents hydrothermaux au fond des océans. Alors que la Terre n'était encore qu'un enfer de lave et de vapeur, Mars, lui, aurait pu être un berceau. La vie aurait pu y naître la première. Mais si la vie est apparue sur Mars, comment est-elle arrivée sur Terre? La réponse se trouve dans une catastrophe cosmique. À cette époque, le système solaire ressemblait à un billard géant. Les collisions avec des astéroïdes étaient monnaie courante. Imaginez qu'un astéroïde de la taille d'une grande ville s'écrase dans l'océan martien. Un impact d'une force colossale projette dans l'espace des milliards de tonnes de roches martiennes, d'eau et, potentiellement, de vie microscopique qui auraient déjà pu s'y développer. Ces roches, éjectées de la surface de Mars, entament un voyage de plusieurs années à travers le système solaire. Ce processus s'appelle la panspermie, et plus précisément la lithopanspermie. C'est l'idée que la vie peut voyager entre les planètes à bord d'arches de pierre. Cela semble fantastique, mais ce n'est pas qu'une simple théorie. Nous savons que c'est possible parce que nous avons trouvé des roches martiennes ici, sur Terre. À ce jour, les scientifiques ont identifié plus de 270 météorites d'origine martienne. Elles nous sont parvenues précisément de cette manière. Un impact puissant sur Mars les a projetées dans l'espace, et après une longue errance, elles sont tombées sur notre planète. La plus célèbre de ces visiteurs est la météorite Allan Hills 84001, découverte en Antarctique en 1984. En 1996, les scientifiques de la NASA, en l'examinant au microscope électronique, ont fait une déclaration sensationnelle. Ils y ont découvert des structures rappelant de façon frappante des bactéries microscopiques fossilisées. La nouvelle a fait le tour du monde. Serait-ce là la première preuve de vie extraterrestre? De vifs débats ont fait rage. Les sceptiques affirmaient que ces structures auraient pu se former par des processus géologiques ou être le résultat d'une contamination terrestre. Et bien qu'aucune réponse définitive n'ait été trouvée à ce jour, cette roche a contraint la communauté scientifique à prendre au sérieux l'idée que Mars aurait pu être habité autrefois. Comment une vie aussi fragile pourrait-elle survivre à un tel voyage? D'abord, une explosion d'une force colossale,
puis le vide glacial de l'espace, des radiations intenses et, enfin, une entrée enflammée dans l'atmosphère terrestre. On dirait que les chances sont nulles, mais la vie est bien plus résistante que nous ne le pensons. Sur Terre, il existe des organismes appelés extrémophiles. Ils vivent dans des geysers bouillonnants, dans les cratères de volcans sous-marins, dans des lacs hypersalins et même dans les glaciers de l'Antarctique. L'un des champions de la survie est le tardigrade, ou l'ours d'eau. Cet invertébré microscopique peut supporter une déshydratation quasi totale, des températures extrêmes allant de moins 272 à plus 150 degrés Celsius, et des doses de radiation 1000 fois supérieures aux doses mortelles pour l'homme. Des expériences ont montré que les tardigrades et certaines espèces de bactéries peuvent survivre dans les conditions de l'espace. De plus, l'intérieur d'une grosse météorite offre une excellente protection. Tandis que la couche externe se consume dans l'atmosphère, le noyau reste relativement froid. Donc, en théorie, des microbes, cachés dans les fissures à l'intérieur d'une telle roche, auraient tout à fait pu survivre tant au décollage de Mars qu'au long voyage et à l'atterrissage sur Terre. Leur voyage aurait pu durer des milliers ou même des millions d'années, mais pour des bactéries en état d'anabiose, c'est-à-dire de hibernation, ce n'est rien. Et c'est ainsi que, des millions d'années plus tard, une telle arche tombe dans l'océan primaire chaud de la jeune Terre. Les microbes martiens se réveillent et se retrouvent dans des conditions idéales pour se multiplier. Ils trouvent un nouveau foyer et ils commencent à évoluer. Cette hypothèse n'est pas qu'une jolie idée, elle résout plusieurs mystères de taille liés à l'apparition de la vie sur Terre. Le premier mystère, c'est la vitesse. À l'échelle géologique, la vie sur notre planète est apparue quasi instantanément. Les roches les plus anciennes, dans lesquelles des traces de vie pouvaient en principe subsister, contiennent déjà ces traces. Leur âge est d'environ 3,8 milliards d'années. Or, la Terre avant cette période était un lieu totalement inhospitalier. Il s'avère donc que le processus extrêmement complexe de la transition de la chimie non vivante à la cellule vivante a disposé de très peu de temps. C'est comme tenter d'assembler un mécanisme des plus sophistiqués en plein milieu d'un ouragan. L'hypothèse de l'origine martienne résout élégamment ce problème. La vie n'a pas eu besoin de prendre naissance sur Terre dans la précipitation. Elle est arrivée ici déjà formée, ayant franchi les premières et les plus complexes étapes de son évolution dans des conditions plus sereines sur la jeune Mars. La deuxième énigme est d'ordre chimique. Pour l'assemblage des premières molécules de vie, en particulier l'ARN qui, comme on le croit, a précédé l'ADN, des éléments chimiques catalyseurs bien spécifiques sont indispensables. Deux d'entre eux sont le bore et le molybdène. Ils aident les molécules organiques à ne pas se décomposer dans l'eau et à s'assembler correctement pour former les chaînes nécessaires. Le problème est que sur la Terre primitive, comme le montrent les modèles géologiques, il y avait extrêmement peu de bore et de molybdène oxydés. En revanche, sur Mars primitive, selon les données recueillies par les rovers martiens, ces éléments étaient présents en abondance. Mars était plus sèche et son atmosphère plus riche en oxygène, ce qui créait des conditions idéales pour la formation des composés nécessaires. Il en ressort que la fabrique chimique sur Mars était mieux équipée pour le démarrage de la vie que celle de la Terre. Alors, rassemblons toutes les preuves. Nous avons Mars, qui est devenu propice à la vie des centaines de millions d'années avant la Terre. Nous avons un mécanisme de transport de cette vie sur Terre, les météorites, qui, comme nous le savons pertinemment, voyagent entre les planètes. Nous avons des preuves de l'incroyable résilience des micro-organismes. Et nous avons plusieurs paradoxes biochimiques et temporels de la vie terrestre, que cette hypothèse explique aisément. Le tableau qui se dessine est très convaincant. Nous pourrions n'être pas seulement les enfants de la Terre, mais les petits-enfants de Mars. Si, par le passé, la vie a existé sur Mars, peut-être même florissante, alors que lui est-il arrivé? Pourquoi aujourd'hui n'est-elle plus qu'un désert froid et aride,
avec une atmosphère 100 fois plus ténue que celle de la Terre? La réponse à cette question est une tragédie planétaire qui nous sert, à nous aussi, de sévères avertissements. La clé de cette énigme réside dans la taille de Mars. Étant une petite planète, son noyau s'est refroidi bien plus rapidement que celui de la Terre. Le noyau métallique liquide de la Terre, en rotation, génère un puissant champ magnétique, notre magnétosphère. C'est notre bouclier énergétique invisible, celui qui dévie les flux de particules chargées émanant du Soleil, ce que l'on appelle le vent solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, le noyau martien s'est refroidi et s'est solidifié. La dynamo planétaire s'est arrêtée et Mars a perdu son bouclier. Il s'est retrouvé seul face à la fureur du Soleil. Le vent solaire a commencé à emporter son atmosphère dans l'espace, molécule par molécule. Ce processus s'est déroulé lentement, mais inéluctablement, pendant des dizaines de millions d'années. À mesure que l'atmosphère s'amincissait, la pression chutait. L'eau à la surface ne pouvait plus rester à l'état liquide. Elle a commencé à s'évaporer et à s'échapper dans l'espace, tandis que les restes ont gelé dans les calottes polaires et sous la surface, où nous les trouvons encore aujourd'hui. La planète a commencé à s'assécher et à geler. Le rayonnement ultraviolet du Soleil, contre lequel la couche d'ozone n'offrait plus de protection, stérilisait la surface, anéantissant toute vie. Mars mourait. Si jamais la vie y avait existé, elle avait plusieurs options. La première, périr avec sa planète. La deuxième, se terrer. Peut-être que, quelque part, profondément sous la surface, dans des réservoirs souterrains d'eau salée, protégés du rayonnement par une épaisse couche de sol, des colonies de microbes martiens subsistent encore. Elles pourraient être les dernières représentantes d'une biosphère jadis florissante, et ce sont elles que recherchent nos rovers martiens, tels que Perseverance et Curiosity. Et il y avait une troisième option, la fuite. Ces mêmes impacts astéroïdiens qui se mettent la mort et la destruction pouvaient devenir pour certains micro-organismes l'unique chance de survie. Un billet pour la dernière arche s'envolant d'une planète mourante. Et si au moins une de ces arches avait atteint une Terre jeune et hospitalière, alors la vie martienne n'aurait pas péri. Elle aurait simplement changé d'adresse. Elle a pris racine ici, a évolué, a donné naissance à une incroyable diversité de formes et finalement, après presque 4 milliards d'années, l'une de ces espèces, l'homme, a levé les yeux vers le ciel nocturne et y a aperçu une lueur rouge, sans se douter qu'il regardait les ruines de son ancien foyer. Cette idée met tout sens dessus-dessous. Si elle est vraie, alors nous serions tous des êtres venus d'ailleurs sur cette planète. L'étude de Mars, ce n'est pas seulement l'exploration d'un autre monde, c'est l'archéologie de nos racines les plus profondes. Lorsque nous cherchons la vie sur Mars, nous ne cherchons peut-être pas des frères d'esprit, mais nos ancêtres directs. Imaginez qu'un jour, un rover martien fore un puits et découvre dans la glace du sous-sol une bactérie congelée. Les scientifiques sur Terre analyseront son code génétique et découvriront qu'il est basé sur le même ADN que celui de toute vie sur notre planète. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Cela signifierait que la vie dans l'univers n'est pas un phénomène unique, qu'elle peut voyager entre les systèmes stellaires, et cela signifierait que nous sommes des Martiens. Cela modifie également notre perspective sur le soi-disant paradoxe de Fermi qui se demande « Si l'univers est plein de planètes, alors où sont-elles toutes ?» Peut-être la réponse réside-t-elle dans le fait que la vie est un phénomène très fragile. Les planètes capables de soutenir la vie peuvent, avec le temps, perdre cette propriété. Mars en est un exemple frappant. Elle était vivante, mais elle est morte. Peut-être que toute civilisation dans l'univers est confrontée au grand filtre, une sorte de barrière qui l'empêche de devenir interstellaire. Pour Mars, ce filtre a été sa propre géologie. Elle s'est simplement avérée trop petite pour retenir la vie durablement.
La Terre a eu plus de chance. Elle s'est avérée suffisamment massive pour que son noyau reste chaud et son champ magnétique puissant. Elle se trouve à une distance idéale du Soleil. Elle possède un grand satellite, la Lune, qui stabilise son axe de rotation. Notre planète a réussi à maintenir des conditions propices à la vie pendant des milliards d'années, ce qui a permis à l'évolution de progresser des organismes unicellulaires jusqu'aux êtres pensants. Nous sommes les descendants de ceux qui ont eu de la chance 2 fois. D'abord, d'échapper à une planète mourante, puis d'arriver sur une planète qui s'est avérée être un incubateur idéal. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une nouvelle ère. Nous nous préparons à envoyer des humains sur Mars. Et à la lumière de cette hypothèse, une telle mission prend un sens tout nouveau, presque mystique. Ce ne sera pas simplement la conquête d'un nouveau monde. Ce sera un retour sur la terre de nos ancêtres, pour tenter de comprendre ce qui a mal tourné et peut-être qu'un jour, grâce à nos technologies, rallumer l'étincelle de vie sur cette planète. Lui insuffler une nouvelle atmosphère, faire fondre ses glaces et voir l'eau courir à nouveau le long de ces lits de rivières asséchés. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être que la vie a pris naissance sur Terre et que Mars a toujours été dénué de vie. Peut-être que ces structures, semblables à des bactéries dans la météorite, ne sont qu'un jeu de la nature. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé de preuves définitives, l'idée de notre origine martienne demeurera l'une des théories scientifiques les plus fascinantes et les plus belles. Elle nous rappelle que l'univers est un tout, que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, et que l'histoire de la vie pourrait être bien plus étrange et passionnante que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la planète rouge, pensez-y. Peut-être que vous ne regardez pas un monde étranger. Peut-être que, quelque part au fond de votre ADN, dans chaque cellule de votre corps, vit le souvenir d'un ciel martien bleu et du bruit de ces océans antiques. Le souvenir d'une patrie que nous avons quittée il y a des milliards d'années et où nous cherchons maintenant si désespérément à revenir. Et peut-être que lorsque le premier être humain posera le pied sur la surface de Mars, ses premiers mots ne devraient pas être ceux d'un bond de géant pour l'humanité, mais quelque chose de plus simple et de plus profond. Nous sommes chez nous.